Au printemps 1945, des infirmières allemandes capturées descendirent d'un bus au Texas, s'attendant à être punies, mais la première chose qu'elles remarquèrent ne fut pas les barbelés, mais l'odeur du bacon et du café qui emplissait l'air matinal avant même que le soleil ne se lève, avant même que les lumières du camp ne s'éteignent après leur veille nocturne. Un bus franchit les portes d'un camp de prisonniers de guerre américain au Texas. À l'intérieur, une poignée d'infirmières de la Croix-Rouge allemande étaient assises, le dos raide, leurs uniformes usés par des mois de service près des lignes de front qui s'effondraient. Elles avaient été capturées quelques semaines plus tôt et, pendant des heures, alors que le bus traversait les vastes plaines américaines, leur silence était pesant. L'air à l'intérieur du véhicule sentait le poussière, de cuir et de peur. La plupart s'étaient préparés à la cruauté, à l'humiliation, à la froideur de la vengeance. C'est ce qu'on leur avait dit de s'attendre si jamais elles tombaient entre les mains de l'ennemi. Mais lorsque les portes s'ouvrirent, c'est tout autre chose qui les frappa. Ce n'étaient pas les projecteurs, bien qu'ils fussent là, ce n'était pas le barbelé, bien qu'impossible à manquer, c'était l'air lui-même, riche, chaud, lourd de l'odeur de la nourriture, de la vraie nourriture, du café fort et amer, du beurre fondu dans une poêle invisible, et surtout du bacon, cet arôme épais et salé qui imprégnait l'air du matin et s'enroulait dans leurs narines jusqu'à devenir impossible à ignorer. Une infirmière au visage émacié par le rationnement murmura entre ses dents, de la chair, de la viande. Sa compagne secoua la tête, presque en riant de l'absurdité de la situation. La viande était devenue un souvenir lointain, chez eux en Allemagne, la guerre avait transformé leur repas en une lutte quotidienne pour la survie, du pain mélangé à de la sciure, des soupes bouillies à partir de restes. Même les enfants ne se souvenaient plus du goût du porc. Et pourtant, ici, dans un endroit qu'elles pensaient être leur punition, l'odeur du petit déjeuner ressemblait presque à une provocation. Les gardes leur firent signe de descendre. Leurs bottes frappèrent le gravier. Les femmes clignèrent des yeux devant le vaste ciel texan, rose pâle à l'aube. Elles s'attendaient à des cris, à des fusils levés, à des ordres aboyés avec colère. Au lieu de cela, les ordres furent donnés en anglais, calmes et efficaces. Les soldats ne souriaient pas, mais ils n'étaient pas cruels non plus. L'une des infirmières jeta un coup d'œil vers le réfectoire, où la fumée s'échappait paresseusement des cheminées. Elle aperçut des cuisiniers américains en tablier qui cassaient des œufs comme si le rationnement de guerre n'existait pas. « Un café » dit une voix qui les fit sursauter. Ce nain garde, pas comme elle l'imaginait, c'était une infirmière de l'armée américaine, son uniforme était propre, son accent était net mais doux, et ce qui fit échanger des regards stupéfaits à plusieurs Allemandes, c'est qu'elle était noire. Dans l'Allemagne nazie, on leur avait raconté des mensonges sans fin sur la race, sur l'infériorité, sur qui était censé servir qui, et pourtant, ici, dans le camp même où elles étaient prisonnières, cette femme se tenait debout, offrant des tasses en étain de café fumant avec une politesse simple, sans mépris, sans ricanement, juste une question, avait-elle besoin de quelque chose? Les Allemandes ne savaient pas comment répondre. L'une murmura « Danka », une autre hésita avant de prendre la tasse, les mains tremblantes. La chaleur remonta le long de ses bras, non seulement à cause de la boisson, mais aussi à cause du geste lui-même. Pour la première fois depuis leur capture, elles sentirent une fissure dans le mur de la peur. Elles les transféraient, enregistrés, suivis, papiers administratifs, nouveaux draps soigneusement pliés dans leurs bras, on leur dit qu'elles pouvaient écrire à leur famille, même si leurs lettres seraient lues, on leur montra leur quartier, des lits propres, des matelas fins, mais rien à voir avec les hôpitaux boueux qu'elles avaient connus près du front. Quand elles s'assirent dans le réfectoire pour leur premier repas, la réalité les frappa de plein fouet. Des assiettes apparurent devant elles, du pain, des œufs et, entre deux femmes, une tranche de bacon. Ce n'était pas grand-chose comparé à ce que les Américains eux-mêmes mangeaient à l'extérieur du camp, mais cela semblait presque trop beau pour être vrai. L'odeur seule était enivrante. L'une des infirmières a regardé fixement la tranche de bacon, puis le garde qui passait devant elle, et a chuchoté à sa compagne « Est-ce autorisé ?» L'autre a secoué la tête, mais aucune des deux n'a bougé jusqu'à ce que la faim les pousse à avancer. Le goût était fumé, salé, presque écrasant après des années de privation. L'une d'elles a porté sa main à sa bouche, non pas parce qu'elle n'aimait pas cela, mais parce que le souvenir soudain des souvenirs des repas du dimanche bien avant la guerre, les rires autour de la table familiale étaient trop difficiles à supporter. Ce premier matin devint une histoire qu'elles se racontèrent encore et encore. Les barbelés étaient réels, l'enfermement était réel, mais l'odeur du petit déjeuner qui flottait dans la cour l'était aussi, les taquinant en leur rappelant un monde qu'elles pensaient perdu. Et sous leur peur, un autre sentiment s'insinua, la confusion. Si c'était l'ennemi, pourquoi la vie ici semblait-elle déjà si différente de ce qu'on leur avait dit?
Mais le choc de la nourriture n'était que le début. Ce qui allait suivre à l'intérieur du camp les forcerait à remettre encore plus en question ce qu'ils pensaient savoir. Les jours suivants apportèrent un rythme auquel aucune des infirmières allemandes ne s'attendait. Les matins ne commençaient pas par des exercices ou des punitions, mais par le bruit de la cuisine et l'appel pour le petit déjeuner dans le réfectoire. Les mêmes odeurs qui les avaient accueillis le premier jour persistaient, œufs qui friraient, café qui coulait, pain qui grillait. Même les portions, bien que non illimitées, étaient généreuses par rapport à ce qu'ils avaient laissé derrière eux en Europe. Une infirmière Erika se souvenait avoir fait la queue avec son plateau en étain et avoir chuchoté à la femme à côté d'elle, « Ça ne peut pas durer, ils vont nous le retirer quand ils penseront que nous nous y sommes habitués. » Pourtant, matin après matin, la nourriture apparaissait, du pain suffisamment épais pour remplir l'estomac, des légumes, des haricots et toujours quelque chose qui leur rappelait l'abondance de l'Amérique. Parfois, c'était du bacon, parfois des pommes de terre dorées à la poêle, parfois même une part de tarte restante du dimanche. On ne leur accordait pas la liberté, mais on leur accordait la dignité. Cette différence comptait. Les gardes surveillaient, certes, mais ils ne crachaient pas d'insultes et ne s'en prenaient pas à eux sans raison. Les infirmières remarquèrent la discipline des soldats américains, qui n'étaient pas amicaux, mais mesurés. On leur parlait comme à des prisonniers, mais aussi comme à des personnes. Et lorsque l'heure du repas était terminée, ils pouvaient se promener dans la cour, discuter tranquillement ou s'asseoir avec du papier et un stylo. Écrire des lettres était presque plus surprenant que la nourriture en Allemagne. La censure était prévisible, mais le simple fait d'être autorisé à écrire, de savoir que leurs mots pourraient atteindre leur famille, semblait presque irréel. Un après-midi, Hilda était assise à une table en bois dans la caserne, sa lettre à moitié terminée. Elle parlait de la nourriture, tout en sachant pertinemment que les censeurs la liraient. Elle parlait du café, des draps en lin, du fait que les gardes n'étaient pas du tout comme elle les avait imaginés. Puis elle s'arrêta, le stylo suspendu au-dessus de la page, ne sachant pas sûre de devoir ajouter la vérité, à savoir qu'à certains moments, elle avait l'impression d'être dans une trêve, une pause dans la tempête de la guerre. Finalement, elle écrivit « Je suis en sécurité ». Cela suffisait à sa mère. Elle espérait que la quotidien du camp n'était pas sans difficulté. La chaleur du soleil texan était accablante, la poussière collait à leurs vêtements et à leur peau, le bruit des bottes et les ordres criés aux portes leur rappelaient qu'elles étaient toujours prisonnières. Et pourtant, comparé aux hôpitaux délabrés du Reich, aux raids aériens et aux pénuries, cet endroit étrange semblait être un autre monde. Le soir, les femmes se réunissaient parfois pour discuter. Elles parlaient de leur voyage vers la captivité, de ce qu'elles pensaient qu'il pourrait se passer après la guerre. Erika évoquait souvent le bacon en riant doucement, « Imaginez notre premier véritable souvenir de l'Amérique et le petit déjeuner. » Martha secouait la tête, « Ils veulent nous faire oublier que nous sommes prisonnières, c'est leur stratagème. » Mais même elle admettait discrètement qu'elle ne s'était pas sentie aussi bien nourrie depuis des années. Les rumeurs se propageaient rapidement dans le camp. Certains disaient que les prisonniers d'autres États étaient autorisés à travailler et même à gagner de l'argent. D'autres affirmaient avoir vu des hommes regarder des films le week-end. Il y avait même des histoires de prisonniers de guerre aidant dans des fermes américaines et invités à dîner. Les infirmières ne savaient pas quoi croire, mais les rumeurs alimentaient leur conversation. Chaque rumeur ajoutait à la tension entre ce qu'on leur avait enseigné, à savoir que les Américains étaient cruels et corrompus, et ce que leurs propres yeux et leurs estomacs leur disaient. Une nuit, Hilda se réveilla en sentant l'odeur du savon provenant de la salle de bain de la caserne. Elle resta allongée, réalisant à quel point il était étrange d'associer l'Amérique non pas à des bombes, mais à de petits conforts, des draps propres, des repas chauds, des provisions ordinaires. Elle murmura à Erika, qui partageait le lit superposé au-dessus d'elle, « Comment pouvons-nous rentrer chez nous et expliquer cela? Personne ne le croira. » Erika se pencha par-dessus le bord du lit superposé, sa voix à peine audible. Peut-être qui elle essaie n'était pas censé le faire. Le contraste avec la vie en Allemagne était saisissant. Les lettres envoyées par leurs proches leur parlaient de la faim, de villes entières rasées, de mères échangeant tout ce qu'elles avaient contre du pain. Et pourtant, ici, derrière les barbelés américains, elles avaient un petit déjeuner tous les jours. Les femmes portaient en elles la culpabilité de manger alors que leur famille mourait de faim, mais elles étaient également perplexes, essayant de comprendre comment un ennemi pouvait les traiter d'une manière que leur propre camp ne pouvait plus se permettre. Le rythme de la vie du camp atténuait la peur, mais il aiguisait une autre question: si la nourriture et les abris étaient si abondants ici, qu'est-ce qui leur avait été caché à propos de l'Amérique? Mais le véritable choc ne venait pas des repas ou des lettres,
mais du travail que les infirmières devaient accomplir ensuite, où l'abondance ne se mesurait pas en nourriture mais en médicaments. Une semaine après leur arrivée, les infirmières furent convoquées dans un bâtiment séparé à l'intérieur du camp, l'infirmerie. Elle n'était pas grande, mais elle était propre. L'odeur à l'intérieur était forte, désinfectant, bandages neufs et tampons d'alcool. Les Allemandes s'attendaient à quelque chose de provisoire, comme les hôpitaux de campagne qu'elles avaient laissés derrière elles, mais ce qu'elles trouvèrent les fit s'arrêter net. Les étagères étaient remplies de rouleaux de gaz, de coton, de seringues et de flacons de médicaments. Dans un coin, une armoire réfrigérée contenait des flacons de pénicilline, un antibiotique si rare en Allemagne qu'il était considéré comme un trésor, souvent réservé aux officiers les plus haut gradés. Ici, il semblait disponible en quantité qui les choquait. Hilda, qui avait passé des mois à recoudre des blessures avec à peine plus que des chiffons, murmura « Mon Dieu, ils en ont plus ici que nous n'en avions pour toute une division. » Le personnel américain, médecins et infirmières, ne perdit pas de temps à répartir les tâches. Sous bonne garde, les Allemandes reçurent pour instruction d'aider aux soins de routine, au nettoyage du matériel, au changement des draps et à la préparation des fournitures de base. Les règles étaient claires, elles ne devaient pas manipuler de substances contrôlées sans surveillance, mais même les tâches les plus simples révélaient l'abondance. L'une des infirmières américaines, une grande femme aux cheveux auburn nommée Margaret, remarqua leur regard fixé sur les étagères. Elle s'adressa à elle dans un anglais délibérément lent afin qu'elle puisse la comprendre « Vous allez aider ici. Pas de pénurie, pas d'excuses. » Son ton était ferme mais pas cruel. Elle plaça ensuite une boîte de bandages dans les bras d'Erika et lui indiqua un lit où une autre prisonnière de guerre se remettait d'une pneumonie. Au fil des jours, les infirmières allemandes s'habituèrent à ce rythme. Elles étaient toujours prisonnières, mais le travail leur donnait un but, quelque chose de familier. Pourtant, le contraste avec ce qu'elles avaient laissé derrière elles les rongeait. Dans le Reich en ruine, les hôpitaux étaient devenus des lieux de désespoir, les fournitures étaient réduites au minimum, les chirurgiens utilisaient tout ce qu'ils pouvaient trouver et la pénicilline était plus une rumeur qu'une réalité. La voir ici, alignée dans des bouteilles comme du lait dans un garde-manger était presque insupportable. Le silence du devoir était souvent rompu par des dialogues. Un jour, alors qu'elle préparait le linge, Martha demanda à un jeune infirmier américain pourquoi il y en avait autant. « Vos soldats n'en ont-ils pas besoin au front ?» L'infirmier haussa les épaules. « Les usines continuent d'en fabriquer, il y en a plus qu'il n'en faut. » La désinvolture avec laquelle il le dit la stupéfia. « Des usines encore debout, plus qu'il n'en faut en Allemagne. » Les usines étaient en ruine. Parfois, les gardes ou les infirmières échangeaient quelques mots entre eux, inconscients ou peut-être indifférents au fait que les Allemands pouvaient comprendre des bribes de leur conversation. Ils parlaient des cartes de rationnement chez eux, de leurs proches qui leur écrivaient depuis des villes lointaines, des derniers résultats de baseball. Pour les femmes allemandes, c'était surréaliste. Ces Américains vivaient comme si la guerre était un désagrément plutôt que l'effondrement de toute leur société. Il y avait des moments où la tension refaisait surface. Un garde, irrité par l'hésitation d'une infirmière, lui a aboyé de se dépêcher. La femme s'est raidie, s'attendant à un coup, mais il n'est jamais venu. La colère s'est terminée par de simples mots. Un autre jour, un médecin américain plus âgé a interrogé les Allemands sur la situation en Europe. Ces questions n'étaient pas des accusations, mais de la curiosité. « À quel point est-ce grave ?» a-t-il demandé, ses lunettes glissant sur son nez. Hilda a fixé le sol, puis a répondu doucement, « Pire que vous ne le pensez. » Ce qui dérangeait le plus les femmes, ce n'était pas la cruauté, mais la normalité. L'infirmerie ne ressemblait pas à un endroit dirigé par des vainqueurs dominant les vaincus. Elle ressemblait à un hôpital ordinaire, avec ses routines, ses fournitures et une attente silencieuse que le travail soit bien fait. Cela les amenait à se demander si leur captivité était censée les punir ou prouver toute autre chose. Le soir, de retour dans leur quartier, elles parlaient de ce qu'elles avaient vu. Erika ne pouvait s'empêcher de décrire les étagères remplies de médicaments. Tu comprends, elle traite chaque soldat, chaque prisonnier comme si leur vie comptait encore. Martha secoua la tête. C'est peu étrange que c'est pour le spectacle, peut-être qu'ils veulent qu'on en parle quand on rentrera chez nous. Mais même en disant cela, elle savait que l'abondance était réelle, aucun spectacle ne pouvait créer des étagères aussi bien approvisionnées en ce pourquoi l'Europe saignait actuellement. Pour certaines infirmières, cela a suscité de la colère envers leurs propres dirigeants qui avaient promis la force mais n'avaient apporté que la ruine. Pour d'autres, cela a suscité un sentiment discret de trahison.
Pourquoi leur avait-on dit que les Américains étaient des sauvages alors que les preuves devant elles suggéraient le contraire? La contradiction était trop grande pour être ignorée. Le travail à l'infirmerie leur donnait plus que des tâches à accomplir, il leur donnait une vision de elles, efficace, approvisionnée, implacable. Et tandis qu'elles pliaient le linge et lavaient les instruments, chacune d'entre elles réalisait qu'elle était témoin non seulement de la victoire sur le champ de bataille, mais aussi de la victoire dans la guerre invisible de la production et des ressources. Mais à l'extérieur des murs de l'infirmerie, une autre contradiction les attendait, des conversations et des rencontres qui remettaient en question tout ce qu'elles pensaient savoir sur l'Amérique elle-même. La vie dans le camp ne se limitait pas à la nourriture et aux tâches hospitalières. Les femmes découvrirent rapidement que la captivité s'accompagnait d'innombrables petits moments qui remettaient en question leurs convictions plus durement que n'importe quelle baïonnette. Il ne s'agissait pas des moments de violence, mais des moments de contradiction, des rencontres qui ne correspondaient pas à l'image de l'Amérique peinte en Allemagne. Le premier eut lieu pendant l'appel, lorsque les prisonniers étaient alignés dans la cour. Parmi les gardes se trouvait un soldat américain noir. Son uniforme était repassé, sa posture droite, sa voix autoritaire lorsqu'il lisait les noms. Les infirmières allemandes échangèrent des regards rapides, presque effrayés. Dans le Reich, on leur avait répété sans cesse que les hommes comme lui étaient inférieurs, incapables, dangereux. Pourtant, il était là, une figure d'autorité se comportant avec la même autorité que ses homologues blancs lorsqu'un prisonnier buta sur la prononciation de son nom, le garde le corrigea sans malice, passant simplement à la liste suivante. L'ordre était efficace, pas cruel. Plus tard, à l'infirmerie, l'une des infirmières noires revint pour s'occuper d'un prisonnier de guerre allemand souffrant de fièvre. Ses mains étaient fermes, son attitude calme. Elle parla doucement, demandant à Hilda d'aller chercher des draps propres. Hilda s'exécuta sans hésiter, puis s'arrêta, troublée par son instinct qui la poussait à suivre la femme. Ce soir-là, elle murmura à Erika, « Tout ce qu'on nous a enseigné sur la race, c'était pareil. » Erika hésita, puis admit que même le comportement du gardien. Les hommes étaient fermes, mais pas sadiques. Ils faisaient respecter les règles, mais ne s'en prenaient pas à ceux qui les suivaient. Le dimanche, l'aumônier du camp célébrait la messe. La présence n'était pas obligatoire, mais les infirmières y allaient souvent, plus par curiosité que par dévotion. Les hymnes chantés en anglais ou en suédois remplissaient la salle d'un étrange réconfort. Certaines femmes ont admis plus tard que ces moments leur rappelaient leur enfance, quand les églises n'étaient pas encore l'ombre de la propagande. Un après-midi, un garde s'est approché de Martha après avoir remarqué qu'elle avait déchiré l'ourlet de la manche de son uniforme. Il disparut brièvement et revint avec un kit de couture. « Répare-le » dit-il simplement en le lui tendant. Martha, stupéfaite, le remercia dans un anglais approximatif. Ce soir-là, elle dit aux autres, « Ils nous traitent comme des êtres humains. » Sa voix trahissait un mélange d'incrédulité et de colère, comme si cette gentillesse était une insulte à ce qu'elle croyait savoir. Il y avait encore des moments d'hostilité. Certains gardes gardaient leur distance, indiquant clairement qu'ils ne voulaient pas participer à la conversation. Quelques-uns crachaient le mot « nazi » entre leurs dents, le visage dur. Mais le rythme quotidien s'avérait plus difficile à concilier. Trop souvent, le respect s'échappait des mailles du filet de la captivité, le dialogue s'immisçait dans des endroits inattendus. Alors qu'elle pliait des draps à l'infirmerie, Erika demanda à une infirmière américaine pourquoi le camp offrait autant de nourriture aux prisonniers alors que le rationnement existait chez eux. L'infirmière marqua une pause, puis répondit « Parce que les règles de Genève l'exigent et parce que si nos garçons sont capturés, nous voudrions la même chose. » C'était une réponse pratique, pas sentimentale, mais elle resta gravée dans l'esprit d'Erika. Ce soir-là, elle demanda à haute voix au groupe « Est-ce que nous suivons ces règles pour nos prisonniers ?» Le silence suivit, personne ne répondit. Les contradictions s'accentuèrent lorsque des lettres arrivèrent. L'une des infirmières reçut une réponse de sa sœur à Hambourg, qui décrivait les nuits passées dans les abris anti-bombes, la ville réduite en ruines et le pain si rare qu'il nourrissait à peine un enfant. Lire ces mots tout en tenant une assiette remplie de haricots et de tranches de bacon la rendait malade. Elle replia la lettre dans son enveloppe, honteuse. « Nous mangeons mieux en tant que prisonniers que nos familles à la maison », dit-elle d'une voix creuse. N'était plus seulement une question de nourriture ou de provisions, c'était une question de perception. Ils avaient grandi en croyant que l'Amérique était décadente, insouciante, sauvage. Au lieu de cela, ils voyaient l'ordre, la richesse et une sorte d'équité. Rien de tout cela n'effaçait le fait qu'ils étaient derrière des barbelés, qu'ils ne pouvaient pas partir, que la guerre faisait toujours rage, mais chaque jour, le mur de propagande qu'ils avaient emporté avec eux s'effritait. Dans les moments calmes,
les infirmières commençaient à se demander si la force de l'américaine venait pas de la cruauté, mais de l'abondance même qu'elles voyaient maintenant. Et si l'ennemi ne ce qu'on leur avait appris à craindre, mais ce que leurs propres dirigeants leur avaient caché? Mais la plus grande contradiction venait des mots sur le papier, des lettres soigneusement censurées mais néanmoins autorisées, qui contenaient des fragments de vérité qui obligeaient les infirmières à faire face à la guerre et à elles-mêmes. Lorsque les premières lettres arrivèrent de chez elles, les femmes les déchirèrent presque à main nue. Les enveloppes étaient marquées de tampons de censure, des phrases étaient noircies à l'encre épaisse, mais la possibilité de lire quelque chose, n'importe quoi, venant d'Allemagne était une bouée de sauvetage. La lettre d'Hilda venait de sa mère à Hambourg. Les mots tremblants et irréguliers brossaient un tableau qu'elle avait du mal à garder à l'esprit. Des quartiers entiers de la ville avaient été réduits en cendres par les bombes incendiaires. Les gens faisaient la queue pendant des heures justes pour acheter du pain qui s'effritait comme de la poussière entre leurs mains. Les enfants maigrissaient, leurs os visibles à travers leur peau. « Nous sommes en vie », écrivait sa mère, mais de justesse. Hilda plia soigneusement la lettre, la gorge serrée. Elle regarda autour d'elle la salle à manger, les bols remplis de haricots et de pain de maïs, et sentit la culpabilité envahir sa poitrine. Elle avait mieux mangé ce matin-là que sa famille ne mangerait en une semaine. D'autres avaient reçu des lettres similaires. Une infirmière pleurait en silence après avoir lu que son jeune frère avait été enrôlé à 16 ans. Une autre avait appris que son père s'était effondré d'épuisement après avoir travaillé jour et nuit dans une usine de munitions. Chaque lettre leur rappelait que la guerre qu'elles pensaient avoir échappé pesait toujours sur leurs proches. Pourtant, même si leur famille leur écrivait pour leur parler de la faim et des décombres, la vie dans le camp semblait conçue pour leur rappeler la stabilité américaine. Des rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre dans les baraques. Certains disaient que les prisonniers allemands d'autres États étaient autorisés à travailler dans des fermes et étaient même payés. Quelques-uns jurèrent avoir entendu de la musique provenant d'un projecteur dans la cour, des films étant projetés aux prisonniers le week-end. Au début, les infirmières rejetèrent ces rumeurs comme des contes fantaisistes destinés à adoucir la captivité, mais un garde mentionna alors avec désinvolture que certains prisonniers de guerre masculins au Texas étaient emmenés pour récolter du coton. « De bons travailleurs », marmonna-t-il. Les femmes se regardèrent, stupéfaites. Être autorisées à sortir de l'enceinte pour toucher le sol américain était inimaginable. Autour des tables des casernes, les rumeurs ont suscité un débat. Erika s'est penchée un soir et a chuchoté, « S'ils font confiance aux prisonniers pour travailler, alors que signifie vraiment cette guerre pour eux? On nous a dit qu'ils nous traiteraient comme des animaux. » Martha a croisé les bras. Peut-être que leur stratagème pour nous faire oublier qui nous sommes. Mais même en parlant, elle admit que le bacon, les lits et les médicaments n'étaient pas des illusions. Écrire des lettres était un autre test de conscience. Chaque mot était inspecté, mais les femmes essayaient quand même de communiquer quelque chose qui allait au-delà de la survie. Hilda écrivit à sa mère, « Nous sommes en sécurité, nous avons à manger, ne t'inquiète pas », elle n'osait décrire le goût du bacon ou la douceur des draps, cela aurait semblé être une trahison envers ceux qui vivaient sous les bombardements. Même dans sa retenue, elle craignait que la vérité ne lui échappe, que la captivité en Amérique offrait un confort que les Allemands ordinaires pouvaient à peine imaginer. Les contradictions s'accumulaient chaque semaine. Un matin, alors qu'elle étendait le linge, Erika demanda doucement, « Que se passera-t-il si nous rentrons chez nous avec ces histoires? Qui nous croira ?» Hilda secoua la tête, « Personne, ils penseront que nous sommes des traîtresses. » La pensée de retourner dans une patrie en ruine, avec des souvenirs de café, de tartes, de gardes qui les traitaient avec une équité inattendue, était presque insupportable. Certains commençaient à craindre la liberté elle-même. Être libéré et renvoyé en Allemagne signifierait la faim, les décombres et la suspicion. Ici, au moins, il y avait de l'ordre, la survie semblait assurée. L'ironie les rongeait, eux, les prisonniers qui redoutaient de rentrer chez eux. Les rumeurs sur la vie américaine en dehors des camps ajoutaient à la confusion. Des histoires circulaient parmi les gardes et le personnel, des histoires de soldats achetant des voitures, de supermarchés remplis de produits frais, de familles qui n'avaient jamais ressenti la guerre de la même manière. Une infirmière demanda à un médecin, presque timidement, « Mangez-vous vraiment de la viande chaque semaine ?» Yeri, chaque semaine? Chaque jour. Elle le regarda comme s'il venait de lui raconter un conte de fées. Les lettres de chez eux leur faisaient mal tant ils avaient la nostalgie, mais elles les obligeaient aussi à accepter une vérité amère, l'Amérique ne mourait pas de faim, l'Amérique ne s'effondrait pas, et malgré tous ses défauts, l'Amérique semblait traiter ses prisonniers mieux que leur propre pays ne traitait ses citoyens dans les dernières années de la guerre. Cette prise de conscience a fait naître une question qu'ils osaient rarement poser à voix haute,
s'ils s'étaient trompés sur l'Amérique, sur quoi d'autres s'étaient-ils trompés? Mais les réponses à cette question ne viendraient pas des rumeurs ou des lettres, elles viendraient en regardant au-delà de leurs propres expériences, en considérant le tableau plus large du système américain et de la comparer à la ruine de l'Europe. À l'été 1945, les infirmières avaient commencé à se faire une idée plus précise de ce que signifiait réellement la vie des prisonniers de guerre en Amérique. Leur camp au Texas n'était qu'un parmi des centaines d'autres dispersés à travers les États-Unis. Plus de 400 000 prisonniers de l'Axe avaient été transportés à travers l'Atlantique, répartis entre les champs vallonnés du Midwest et les forêts de pins du Sud. Pour les infirmières, cette ampleur était presque inimaginable. Dans le réfectoire, les femmes entendaient souvent les gardes et les ouvriers parler d'autres camps. Ils évoquaient les soldats allemands hébergés en Louisiane, les Italiens travaillant dans les champs de l'Arkansas, les prisonniers de guerre japonais en Arizona. Chaque histoire ajoutait une pièce au puzzle. Ces camps n'étaient pas des donjons secrets cachés, ils faisaient partie intégrante de la vie quotidienne des Américains, les agriculteurs les voyaient, les villes locales les connaissaient, dans de nombreux cas, les Américains interagissaient directement avec les prisonniers. Les révélations les plus choquantes venaient des comparaisons. Un garde racontait l'histoire de prisonniers italiens qui chantaient pendant les récoltes en riant avec les agriculteurs américains qui leur fournissaient de la limonade et des sandwichs. Un autre parlait de prisonniers japonais qui s'émerveillaient devant les douches modernes et la quantité impressionnante de savon disponible dans certaines villes. Des prisonniers de guerre allemands avaient même été invités à des dîners de fête avec des familles américaines, ce que les infirmières avaient du mal à comprendre. Martha répétait, incrédule, à une famille. Le garde acquiesça. Cela s'était produit plus d'une fois. Dans leurs moments de calme, les infirmières discutaient de ce que ces gestes signifiaient pour elles. La captivité restait une captivité. Elles étaient toujours derrière des barbelés, toujours coupées de leur famille, toujours prisonnières. Pourtant, comparé à ce qu'elles savaient des camps soviétiques ou même du traitement réservé aux prisonniers alliés par les Allemands, la différence était indéniable. Ici, les repas étaient réguliers, les médicaments abondants, les lettres autorisées et la dignité n'étaient pas entièrement bafouées. Mais il y avait un autre aspect que les femmes ne pouvaient ignorer, la propagande. L'Amérique voulait que le monde sache qu'elle traitait bien ses prisonniers. Chaque drap propre, chaque tranche de bacon, chaque boîte de fournitures médicales était aussi un message, une preuve que les États-Unis respectaient les règles de Genève et voulaient se démarquer de la brutalité de la guerre. Peut-être que tout cela n'est que pour le spectacle, dit Erika un soir en croisant les bras. Hilda secoua la tête. Si c'est pour le spectacle, c'est la plus grande performance que j'ai jamais vue. Les contradictions s'étendaient à l'Amérique elle-même. Les infirmières ne pouvaient ignorer les divisions raciales qui existaient au sein du camp. Elles voyaient les infirmières et les soldats noirs traités avec respect à l'intérieur du camp, mais elles entendaient aussi des murmures de discrimination à l'extérieur. Certains gardes faisaient allusion à des villes où la ségrégation était la loi, où tout le monde ne jouissait pas de l'égalité que l'Amérique semblait projeter à l'intérieur des murs du camp. Cette complexité déroutait encore plus les Allemandes. Comment un pays pouvait-il pratiquer l'équité ici et la nier dans ses propres rues? Pourtant, l'abondance restait indéniable. Même lorsque les rations se sont légèrement réduites aux États-Unis, les prisonniers ont continué à recevoir des repas qui éclipsaient ce à quoi leur famille avait accès en Europe. Les femmes se sentaient souvent déchirées entre la gratitude et la culpabilité. La gratitude d'être en vie, nourrie et logée, et la culpabilité de vivre cela alors que leurs proches mouraient de faim dans des ruines à des milliers de kilomètres de là. Un jour, alors qu'elle préparait des bandages à l'infirmerie, Hilda a demandé à Margaret, l'infirmière américaine aux cheveux auburn, « Pourquoi nous donnez-vous autant? Nous sommes vos ennemis. » Margaret la regardait, l'air calme mais ferme, et lui répondit, « Parce que la guerre ne change rien au fait que vous êtes des êtres humains et qu'un jour, tout cela prendra fin. Ce que vous garderez de nous dans votre mémoire est important. » Cette réponse résonna dans l'esprit d'Hilda pendant des semaines. Elle comprit alors que ce qu'elle vivait n'était pas seulement de la gentillesse, mais une stratégie. L'Amérique comprenait que ses prisonnières rentreraient un jour chez elle et que ce qu'elles emporteraient avec elles, les histoires de bacon, de médicaments et d'équité, façonneraient le souvenir de la guerre. La situation dans son ensemble ne se résumait donc pas à la survie, mais aussi à l'influence. Et lorsque les infirmières commencèrent à saisir cette vérité, elles comprirent qu'elles étaient témoins de quelque chose de plus grand que leur propre captivité, elles faisaient partie de l'effort américain pour gagner non seulement des batailles, mais aussi sa réputation. Mais des années plus tard, longtemps après l'ouverture des portes et la fin de la guerre, la question qui restait le plus présente à l'esprit des femmes n'était pas celle de la propagande ou de la politique,
mais celle de la mémoire et des étranges leçons qu'elles avaient ramenées d'un pays qu'elles considéraient autrefois comme leur ennemi. Lorsque la guerre prit fin et que les portes du camp du Texas s'ouvrirent enfin, les infirmières emballèrent leurs maigres possessions et se préparèrent à retourner dans une patrie qu'elles ne reconnaissaient plus. Les bus qui les avaient autrefois emmenées en captivité les emmenaient désormais vers la liberté, mais la liberté, comme elles allaient la prendre, était bien plus compliquée que le simple fait de franchir les barbelés. L'Allemagne était méconnaissable. Des villes comme Hambourg, Dresde et Berlin n'étaient plus que des ruines squelettiques, leurs horizons marqués par des cratères et des bâtiments effondrés. La faim était omniprésente, les files d'attente pour les rations s'étiraient pendant des heures et les familles échangeaient leurs biens familiaux contre de la nourriture. Pour les femmes qui avaient vécu des mois, parfois des années, dans des camps américains, le retour n'était pas seulement un choc, c'était une sorte de deuil. Elles portaient en elles le souvenir du café versé sans hésitation, du bacon grésillant dans l'air du matin, des étagères remplies de médicaments. De retour chez elles, ces souvenirs leur semblaient presque être une trahison. Hilda confia plus tard à une amie, « Je pensais que la captivité me priverait de ma dignité, mais c'est là-bas que je l'ai trouvée et je l'ai perdue en rentrant chez moi. » Elle ne voulait pas dire qu'elle était déloyale envers son pays, mais elle reconnaissait que son séjour en Amérique avait fait naître quelque chose en elle. Les mensonges qu'on lui avait racontés sur l'ennemi ne correspondaient plus à la réalité. La cruauté qu'elle attendait n'était jamais venue. Au contraire, on lui avait montré une autre mode de vie ordonnée, abondant et étrangement humain. Pendant des années, beaucoup de femmes ont gardé le silence sur leurs expériences. Il était dangereux de parler trop ouvertement dans l'Allemagne occupée. Les récits qui présentaient l'Amérique sous un jour trop favorable pouvaient faire passer quelqu'un pour faible, voire pour collaborateur. Pourtant, au sein des familles, dans des conversations chuchotées, ces récits refaisaient surface. Des récits de barbelés qui n'entouraient pas la brutalité, mais le petit déjeuner. Des récits de gardes qui faisaient respecter la discipline, mais offraient des kits de couture au lieu de coups. Des récits d'infirmières noires et blanches qui les traitaient non pas comme des ennemis mais comme des patientes, comme des êtres humains. Au fil du temps, ces souvenirs ont pris la forme de leçons. Martha, qui avait autrefois douté de toute gentillesse, a admis des années plus tard que ce qu'elle avait vu en Amérique avait changé sa vision du monde. J'ai appris que même en temps de guerre, l'ennemi n'est pas toujours celui que l'on croit. Parfois, l'ennemi fait preuve de plus de miséricorde que vos propres dirigeants. Les lettres qu'ils avaient écrites, les rumeurs qu'ils avaient poursuivies, les contradictions auxquelles ils avaient été confrontés, tout cela a contribué à leur faire prendre conscience que l'humanité peut survivre même aux conflits les plus sombres, mais seulement si les gens choisissent de la mettre en pratique. L'odeur du bacon en ce matin texan n'était pas seulement une question de nourriture, c'était un symbole, un rappel que la vie pouvait encore offrir de petites joies, même en captivité, un rappel que la gentillesse, aussi ordinaire soit-elle, peut briser les murs de la haine et des mensonges. Lorsque certaines de ces femmes âgées ont raconté à leurs petits-enfants ces premiers matins au Texas, elles n'ont pas parlé de honte ou d'amertume, mais de l'étrangeté de trouver de la dignité dans les mains d'un ennemi. L'une d'elles a décrit comment, en passant devant le réfectoire, elle avait senti l'odeur du bacon et, l'espace d'un instant, oublié qu'elle était prisonnière. Une autre a raconté la première fois qu'elle avait vu un flacon de pénicilline et réalisé que, dans ce nouveau monde, aucun soldat ne serait laissé pour mort par manque de médicaments. Ces histoires se sont transmises discrètement au sein des familles et sont devenues la preuve que l'histoire n'est pas seulement faite de batailles et de traités, mais aussi de petits moments qui changent la façon dont les gens se perçoivent les uns les autres. La morale qu'elle véhiculait était simple mais puissante, la guerre détruit, mais la gentillesse met fin à la guerre. Elles ont appris que la propagande peut déformer la vérité, mais que l'expérience vécue peut la démêler. Et surtout, elles ont compris que la valeur d'une nation ne se mesure pas seulement à ses armes ou à ses victoires, mais à la façon dont elle traite ceux qu'elle appelle ses ennemis. Ainsi, lorsque nous repensons à cette histoire, il ne s'agit pas seulement d'infirmières allemandes ou de gardes américains, mais de ce que signifie être humain lorsque le monde vous dit d'être autre chose. Il s'agit d'une odeur qui flottait dans la cour de la prison, ordinaire pour certains, inoubliable pour d'autres, qui rappelait aux prisonniers qu'ils étaient encore en vie, encore capables de ressentir, encore dignes de respect. Et c'est peut-être là la leçon à tirer pour nous aujourd'hui, la dignité, la compassion et l'équité ne sont jamais vaines, même lorsqu'elles sont accordées à ceux que l'on nous demande de haïr. Si vous avez suivi cette histoire et pensez que ces voix du passé méritent d'être entendues, pensez à vous abonner. Ce sont des moments que l'histoire oublie souvent, mais ensemble, nous pouvons les garder vivants.